Bonjour à tous et merci d'assister à notre conférence qui s'intitule Le producteur face à un nouveau projet de fiction, s'engager ou pas. Tout d'abord, je tiens à avoir une petite pensée pour Sandra Da Fonseca qui devait être parmi nous aujourd'hui, qui est donc productrice chez Blue Monday mais qui sera malheureusement pas présente. Alors, on va vous montrer un court documentaire d'une vingtaine de minutes qu'on a réalisé avec mes camarades Daniel, Rosalie, Inès et Luan. Et on va inviter deux professionnels à réagir à ce documentaire. Alors, nous avons avec nous aujourd'hui Pierre-Louis Garnon, qui est producteur chez Baxter Film et vice-président du premier collège de la commission pour le soutien du scénario et l'aide à l'écriture. Bonjour. Et nous avons aussi Adrien Bretet, qui, vous allez voir dans le documentaire, et qui va pouvoir nous donner un avis plus éclairé en présentiel. Donc en fait, notre documentaire, pour faire court... Oui, bien sûr, bien sûr. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. Et donc, notre documentaire, pour faire court, en fait, c'est... on va interroger l'essence même du métier de producteur, qui est tout le temps face à des décisions, parce que c'est un travail qui est quand même à risque. Et donc, nous, dans notre film, c'est vraiment démontrer cette prise de décision, sur quoi elle s'appuie. Donc, bon visionnage à tous. Je m'appelle Ethan Selser, je suis producteur et réalisateur par ailleurs. Je dirige une société qui s'appelle Quartet Productions, qui existe depuis fin 2014. J'ai produit quasiment 25 courts-métrages, un long-métrage documentaire qui sort en salle le 18 janvier 2023. Je suis en production d'un autre long-métrage, je développe du long, je continue à produire du court-métrage. Je suis membre de commission aussi au CNC, en région, voilà, j'ai pas mal d'activités. Bonjour, je m'appelle Adrien Bretet, je suis producteur au sein de la société que j'ai fondée en 2018 qui s'appelle Pictor. Voilà, j'ai été producteur et associé dans une autre société qui s'appelle Qui Vive précédemment, avec laquelle j'ai produit du court-métrage, notamment Pile Poil qui a été récompensé par le César en 2020. Et avant, j'étais directeur de production et salarié dans une boîte de documentaires qui s'appelle Point du Jour, et les films du Balibari, avec lesquels j'ai fait la direction de production de documentaires plutôt internationaux. Et aujourd'hui, avec ma société, je produis du court et les premiers longs métrages qui sont en cours de financement. Je m'appelle Rémi Castec, j'ai fait un master ici. Et j'ai été essentiellement... j'ai travaillé en production assez longtemps, j'ai été acheteur de programmes. Pour Arte, puis en Angleterre pendant 6 ans. Je représente aussi l'association Lecteurs Anonymes, dont je suis coprésident, et qui regroupe les lecteurs et consultants en scénario francophones. Donc on a des membres en France qui lisent pour à peu près toutes les chaînes, être public, diffuseurs, distributeurs, vendeurs internationaux, etc. Et on a aussi des membres en Belgique, en Angleterre, au Canada, un petit peu en Afrique. Moi, je lis essentiellement des projets de séries internationales en anglais qui viennent de toute l'Europe. Voilà, parce que les financements en série sont assez compliqués. C'est plusieurs pays, c'est beaucoup de diffuseurs différents, c'est beaucoup de partenaires. Donc moi, ça m'intéresse de connaître très en amont les projets qui viennent. Bonjour, je m'appelle Antonin Ehrenberg, donc je suis producteur chez Patafilm, qui est une société de production que j'ai créée il y a presque 9 ans, qui fait de la fiction télé, de la série et du court-métrage, et qui développe du long-métrage. La société existe depuis 9 ans, j'ai lancé la société avec un premier projet qui était déjà vendu dans une chaîne, donc j'avais déjà une locomotive qui me permettait d'avoir des perspectives de rentrée d'argent. Ensuite, j'ai eu la chance d'avoir pendant 3 ans et demi un partenariat avec Droit de Premier Regard sur mes projets, avec une grosse société qui est Atlantique Productions du groupe Lagardère. Donc pendant 3 ans et demi, ils m'ont payé pour développer des projets pour eux, pour le faire en copro avec eux. Donc ça a été vraiment le début de quelque chose un mouvement qui nous a permis de prendre ses bureaux, moi d'engager une assistante de prod plus. Avant je travaillais qu'avec un stagiaire, donc ça m'a vraiment permis de commencer à me structurer, avoir des partenaires extérieurs
important, donc je me suis fait aider. Ensuite, là, le mot sérénité, c'est à la fois un mot auquel j'essaye d'accéder, et en même temps, je trouve que c'est un peu un faux ami, c'est-à-dire que en fait, l'angoisse, la peur du vide, c'est aussi un moteur magnifique pour arriver à faire des choses quand c'est bien maîtrisé, on va dire. J'ai un parcours hyper classique, hein. J'ai commencé en produisant du cours, puis à force de produire du cours, j'ai commencé à produire des cours qui ont marché, puis j'ai eu l'aide au programme du CNC, donc en fait j'ai pu produire encore plus facilement et avec un peu plus d'argent, et du coup assurer ne serait-ce que de pouvoir payer une salariée, de pouvoir payer des bureaux, de pouvoir me payer moi à peu près correctement. Puis je suis en train de passer au long, voilà, c'est vraiment... Mais en fait, une société, elle est pas pérenne tant qu'on n'a pas produit un ou deux longs de fiction. En tout cas, on survit, on vit relativement, mais on n'est pas stable économiquement. Voilà. Mon métier de producteur, il est beaucoup sur l'artistique, sur le choix des projets, sur l'accompagnement des projets, sur les prises de décision relatifs aux projets qui sont en développement, en production. Puis il est beaucoup sur l'humain, parce qu'il y a énormément d'humains à gérer chez les scénaristes, chez les producteurs, mais au sein de ma société, chez les réalisateurs, mais au sein aussi de ma société. Il y a beaucoup de business, de négociations avec les agents, avec tout un tas avec les chaînes, les distributeurs. Et il y a toute une partie financière, de gestion des projets, des sociétés, des marges, des plans de financement. Ça prend beaucoup de temps. Et je dirais que le dernier point, dans les grandes lignes, hein, sans rentrer dans le détail, c'est le réseau. C'est très important de créer son réseau, cultiver son réseau. Donc sortir, aller aux avant-premières, aller dans des festivals, rencontrer des gens, voir les gens régulièrement, donner des nouvelles. Enfin voilà, il y a toute une dynamique assez forte qu'il faut essayer d'imposer, de s'imposer tout le temps. Et voilà. Pour moi, l'éditorial, elle est vivante en fait, donc j'ai pas envie d'être dans un dogme qui va faire que non, ça je l'écarte parce que ça fait pas partie de mes choix. Et donc là, une des questions que moi je me pose, c'est est-ce que déjà le projet m'intéresse, c'est-à-dire le personnage principal, la reine du film, est-ce que c'est quelque chose que moi j'ai déjà vu ou voilà. Et après il y a la dimension aussi humaine, on va dire le porteur de projet artistique, l'auteur-réalisateur ou l'autrice-réalisatrice, qui va avec qui est-ce que moi je le sens ou pas. Et ça c'est un rapport qui est totalement subjectif, humain, que j'assume. Et voilà, et pour moi c'est aussi déterminant. Forcément, tu regardes ce qui se fait, forcément, tu parles aux diffuseurs, tu demandes ce qu'ils cherchent, tu regardes les séries françaises qui sont faites, les séries européennes, les séries anglaises, les séries américaines évidemment. Et puis après, tu travailles, tu vas au théâtre, tu lis la presse, tu lis des romans et tu essaies voilà, ça c'est en fait un travail qui est un travail de jardinier. Il faut planter des graines, il faut les arroser, il faut prendre soin des plantes quand ça. Et tout ça, en fait, c'est vraiment tout le savoir-faire du producteur. Et je sais que si par exemple il y a un truc qui vient d'être fait, annoncé sur Zorro, je vais peut-être pas me lancer sur un truc sur Zorro. J'ai entendu là en ce moment qu'il y a 4 projets sur Zorro qui sont lancés, mais plus l'apanage des très gros producteurs. Et ensuite, non, en fait, là, il y a quand même un truc un peu magique dans ce métier, c'est que une histoire, une même idée, elle va être traitée totalement différemment par un auteur et par un autre. Donc j'essaie d'être très en alerte, très ouvert, très curieux, et ensuite je me base beaucoup sur mon intuition, mais j'essaie surtout de me baser sur les histoires que moi je fantasme, que j'ai envie de voir en télé ou en cinéma, et qu'il y a des rencontres comme ça avec des auteurs qui me proposent des idées, ou parfois même j'impulse des idées moi sur des bandes dessinées que j'ai lues, ou sur des articles de presse que je lis et que ça me donne des idées pour développer certains projets, ou des thématiques que je vois beaucoup dans des quotidiens ou dans des hebdomadaires, et je me dis tiens, une bonne idée. Enfin voilà, tout ça est très en mouvement en fait, et j'essaie évidemment de ne pas copier ce qui se passe, mais j'essaie de savoir ce qui se fait en même temps. Parfois on lance un projet et en fait France Télévisions a déjà sous convention de développement un projet avec un thème totalement similaire, mais avec des producteurs encore plus expérimentés, et puis avec des auteurs très confirmés. Donc oui, je dirais qu'il y a timing, chance,
Il faut beaucoup de chance. Mais bon, comme on peut pas influer sur la chance, le seul moyen qu'on a, c'est justement de faire de la veille, de bien travailler, de vraiment se nourrir en permanence. Et moi, je pense qu'il y a vraiment une notion de curiosité, d'ouverture au monde qui est très très important quand on est producteur, une ouverture sur les gens, sur ce qui vient, sur la différence. Enfin voilà, vraiment pas avoir peur d'aller dans des endroits qui sont pas forcément des endroits où on se sent naturellement en connexion avec, mais d'aller chercher en fait partout où les opportunités s'ouvrent, où la curiosité titille. Moi, ma casquette, elle est en plus du producteur, c'est-à-dire qui va s'occuper de la fabrication des films, elle est aussi chef d'entreprise. Donc du coup, forcément, on a cette dimension économique où bon, bah, faut faire rentrer de l'argent pour pouvoir le payer l'assistant avec qui je travaille, les locaux, enfin voilà, et puis pour pouvoir développer d'autres projets. Donc la dimension économique, évidemment, elle existe. Donc faire un choix, parce que je sens un bon filon, pardon de parler comme ça, ouais, ça m'arrive. Et puis voilà, j'ai pas du tout de problème à évoquer ça. Et en général, on se le dit avec le réalisateur. Et puis voilà, ça roule. On sait que nos intérêts sont communs. Pour moi, ça change rien l'aspect financier d'un film, au sens où c'est vraiment la deuxième question que je me pose. Avant tout, je me demande, est-ce que le projet me plaît? Et en fait, si un projet me plaît, mon rôle en tant que producteur, c'est de le ramener à un endroit où, s'il est trop éloigné, s'il est trop à la marge en termes, on va dire, de marché ou économique, mon rôle en tant que producteur, c'est de trouver un moyen, une stratégie de financement qui permette de ramener le projet depuis la marge un peu plus vers une sorte de centre qui rende finançable le projet. En fait, c'est vraiment comme ça que je vois mon métier de producteur. Donc en fait, j'ai toujours en tête les questions économiques. Je me demande toujours, je me pose toujours la question de est-ce que ce projet va se financer pour le long métrage, est-ce que ce projet va rapporter de l'argent, est-ce que je vais faire des recettes avec, mais c'est jamais un critère de sélection. Parce que si je me dis ce projet-là, je vais avoir du mal à le financer, ben c'est à moi de trouver des solutions pour arriver à le financer quand même. Pour la première fois, comme j'ai fait une série et un téléfilm, cette année j'ai plus d'un an, j'ai à peu près un an et demi devant moi de trésorerie disponible. Donc là, je dis pas que je suis serein, mais en tout cas, je sais que il y a de quoi voir un peu venir. Ensuite, il y a le système français magnifique, puisqu'il y a des aides du CNC, il y a des aides de la ProCirep, il y a des aides des régions, il y a même des aides de l'Europe auxquelles je ne suis pas encore éligible, mais qui sont très importantes. Donc le système, et on est vraiment les producteurs sont des enfants pris, des enfants, je dirais pas gâtés, mais en tout cas vraiment privilégiés dans le système. Et ensuite, il y a aussi les Sofica, il y a les banques qui peuvent prêter. Et oui, il faut emprunter, quoi. Moi, je considère le métier de producteur comme vraiment un métier à risque. Brièvement, en gros, la première étape, c'est l'étape de l'écriture avec l'auteur-réalisateur ou l'autrice-réalisatrice. Donc le risque, c'est de faire un mauvais scénario, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas cohérent. Ça, on va dire, c'est plus le risque, on va dire, éditorial. Et donc il est là, donc c'est essayer de rendre toute cette histoire le plus cohérent possible, la plus jolie, la plus touchante, ou la plus dramatique, ou la plus drôle, enfin, en fonction de ce que souhaite l'auteur. Nous, on est tout le temps en train d'essayer d'anticiper les risques et de faire en sorte qu'il y en ait le moins possible, quoi. Je dirais que c'est la base du métier de producteur, c'est de prendre des risques, c'est de faire des paris. Je pense que si on n'aime pas ça en tant que producteur, bah, je pense qu'il faut probablement faire un autre métier. Donc le risque, c'est aussi de l'adrénaline, c'est aussi du fantasme. On rêve qu'on va dépasser le risque, qu'on va réussir. Donc c'est un moteur, je pense, assez fort. Et ensuite, faut savoir prendre des risques plus ou moins raisonnables, modérés, mais c'est le centre de tout. Et je pense que c'est des paris permanents qu'on fait en tant que producteur sur des gens, sur des idées, sur des histoires. Comme moi, je me paye sur la production des films, le moment où je suis vraiment en risque, c'est le développement. Effectivement, ça c'est très clair. Alors sur du court-métrage, encore une fois, c'est pas tout à fait la même chose parce mais comme je paye très peu de minimum garantie, comme tous les producteurs de court-métrage, je suis moins en risque. Sur du long-métrage, oui, c'est possible de débourser 20, 30, 40 000 euros, ou même plus, 60, 80 000 euros de minimum garantie juste pour les scénaristes. Et du coup, là, je suis en énorme risque vis-à-vis de ma société, puisque si le film se finance pas, bah, j'ai complètement... c'est de l'investissement à perte, quoi. C'est quand même
plus simple de s'engager sur un projet en télé qu'en cinéma, parce que les sommes sont moindres. Mais il faut se dire que c'est un projet qui, dans 6 mois, 1 an, quand le développement sera abouti, il peut plaire à une chaîne, et dans 2-3 ans, plaire à un public. Donc voilà, la notion, elle est inhérente. Je dirais que c'est plus des paris que des risques. Après, il y a le risque que sa boîte qu'il n'y ait plus d'argent. Mais bon, ça c'est angoissant. Mais si on arrive à le transformer en énergie de faire et de se bouger, ça permet d'être un bon moteur, je trouve. Enfin, en tout cas, là, aujourd'hui, comme j'ai fait une bonne année, je suis content de cette situation. Mais ça se trouve, on se reparle dans 6 mois. Et tout ce que j'ai envoyé aux chaînes ou ce que je vais envoyer prochainement aux chaînes ne va pas plaire. Et puis les choses que je fais actuellement vont pas être sélectionnées dans les festivals où j'ai envie que ça soit sélectionné. Et il va pas avoir de saison 2 par ma série. Voilà, tout ça ça peut basculer d'un côté comme de l'autre. Faut juste essayer de pousser pour que ça bascule du bon côté. Ce qui a rendu ma société pérenne, c'est que j'ai commencé à toucher l'aide automatique au court-métrage au CNC, donc l'aide au programme, ce qui a rendu beaucoup plus simple la production de court-métrage parce que j'ai augmenté le financement de mes cours, tout simplement. C'est-à-dire que si j'ai pas le sélectif, la d'avarisation, j'ai l'automatique sur laquelle je peux mettre un peu d'argent sur des cours pour les fabriquer dans une économie qui me permet moi de me payer. J'ai des dettes, des dettes de trésorerie parce que j'ai avancé de l'argent pour développer des longs. Donc ce qui devrait normalement permettre à la société d'exister pour encore 15 ans, c'est la production d'un ou 2 longs métrages de fiction dans les 2-3 années à venir. Voilà. Un réalisateur qui commence avec un producteur, qui fait un film, qui fait 2 films, qui fait 3 films, qui arrive au long, enfin en fait en 1 cours, 2 cours, 3 cours, des fois que 2, mais puis premier long métrage, oui, je pense que ça dépend beaucoup de la capacité du producteur à l'amener jusqu'à cet endroit-là. Et je pense que tous les producteurs ne sont pas capables d'amener certains réalisateurs, et inversement d'ailleurs. Je pense qu'il faut se trouver. Il faut que le réalisateur trouve son producteur, et l'inverse aussi. Il faut que le producteur... Moi, je ne savais pas exactement avec qui je voulais travailler, quel genre de personne je voulais travailler au début. Maintenant, encore une fois, j'ai un peu plus d'expérience, j'ai compris quel genre de personne, avec quel genre de personne je voulais travailler. Mais oui, je pense qu'un réalisateur a besoin de son producteur pour aller le plus loin possible. Et moi, c'est évident, quand je produis des films, si j'ai pas de réalisateur, j'ai pas de film de toute façon. Donc oui, je dépends des réalisateurs pour le succès de ma société, en quelque sorte. J'ai l'expérience, j'ai presque envie de dire l'auto-légitimité que je me suis accordée, de faire un certain nombre de courts-métrages, d'avoir appris, donc de m'être trompé, d'avoir fait des erreurs, d'avoir mal géré telle situation, en fait d'un coup de me dire ok, bon là je me suis suffisamment cassé la gueule un certain nombre de fois, j'ai réussi à produire un certain nombre de courts-métrages, moi j'ai envie de passer à autre chose. Mais en fait c'est un sentiment qui est vraiment personnel en fait, parce que en tant que chef d'entreprise, rien ne m'y oblige. Y a des gens qui restent en court-métrage pendant 15 ans, il y a des gens qui font jamais de court-métrage et qui passent tout de suite au long-métrage parce qu'ils le sentent, parce qu'ils en ont envie, parce qu'ils ont l'opportunité, parce que machin, etc. J'ai l'impression que ce passage-là, il est vraiment très lié à la personnalité, au timing vraiment personnel, quoi. La négociation du contrat d'auteur, déjà, c'est, vu que les droits d'auteur, c'est un pourcentage des recettes et un minimum garanti, le minimum garanti va dépendre de la capacité du film à générer des recettes. Donc en fait, c'est évident qu'un film pour lequel je me dis que les recettes sont quasi nulles, comme souvent dans le court-métrage, par exemple, je vais pas signer un contrat, je vais pas négocier en disant à la personne je te donne 10 000 euros de minimum garantie. Ça me paraît complètement aberrant, puisque le minimum garantie, c'est une avance sur les recettes que l'auteur touchera. Donc oui, déjà, la capacité d'un film à générer des recettes et le succès potentiel du film joue énormément dans la manière dont je vais négocier le contrat d'auteur, ouais. Ça c'est clair. Je suis membre de une commission sélective qui est la ProCirep en Goa, qui donne des aides au développement pour les producteurs de fiction et pour les producteurs de documentaires en audiovisuel. À la ProCirep, on est un trinôme. Il y a 5-6 trinômes par commission qui évaluent une vingtaine de projets sur du documentaire et de la fiction. Ensuite, les critères, c'est des critères purement subjectifs et qualitatifs qui sont relatifs
à la fois à ce que nous on estime de la qualité du projet, est-ce que c'est dans l'air du temps, est-ce que c'est contemporain, est-ce que c'est original, est-ce qu'il y a du travail, est-ce que c'est du travail sérieux, est-ce que c'est très bien écrit, très bien argumenté, très bien structuré, est-ce que purement subjectivement, est-ce que moi je fantasme sur ce projet, est-ce que ça m'émeut, est-ce que voilà, c'est vraiment des critères très très de cet ordre-là, et sauf que on est 3, il faut se mettre d'accord en trinôme, donc c'est soit 2 contre 1, soit 3 à l'unanimité, voilà. Alors, ensuite, souvent, ce qui se passe, c'est que c'est des aides aussi à la qualité du travail fourni, quand c'est bien présenté, quand voilà, le travail que fournit le producteur, de notes d'intention, de motivation, d'explication, de didactisme, enfin voilà, c'est vraiment le sérieux du travail aussi compte énormément, parce que parfois un projet peut être un tout petit peu en dessous, mais c'est tellement bien présenté par le producteur, c'est tellement argumenté, c'est tellement sincère qu'on a envie d'aider. Donc et ensuite, moi en tant que producteur, j'ai plutôt envie d'aider les projets, parce que je suis très souvent de l'autre côté à attendre qu'on m'aide, et voilà, et en même temps on cherche une qualité partagée par 3 personnes. Voilà, il y a souvent 2 producteurs, un documentaire, un fiction, et quelqu'un de plutôt chaîne, acquisition. Un travail de lecture, ça dépend pour qui on le fait. On a des temps de travail assez différents, et en fonction du temps de travail qu'on a et de la ligne éditoriale qu'on nous donne aussi, on va regarder différentes choses et y passer un temps qui n'est pas le même. Donc pour les aides publiques, c'est très court, donc on va faire des fiches très succinctes. Pour le CNC, c'est sur une page. Voilà, quand je fais des lectures pour des diffuseurs, des distributeurs, etc., on va me demander parfois une analyse beaucoup plus poussée, et ça peut faire 4-5 pages, ou plus si c'est une fiche de développement où il y a des éléments à reprendre. On va dire, pour une commission du type CNC, c'est recevoir beaucoup de scénarios et avoir très très peu de temps pour en lire beaucoup. Donc on n'a pas le temps de regarder, enfin on va regarder très rapidement tous les éléments, mais on va vraiment se baser sur le scénario essentiellement, et pas sur les éléments à côté. Même la note d'intention, je la parcours, mais je n'en tiens pas vraiment compte. Les CV encore moins, les budgets qui sont annexés aussi, voilà, c'est pareil, je regarde très rapidement, mais ça ne rentre pas vraiment en compte. Donc, Moi, vis-à-vis des commissions, déjà, je fais partie de commissions, j'ai dû faire déjà 50 commissions, donc j'ai une sorte de... J'ai le double avis, enfin j'ai la double vision des choses, c'est que je suis à la fois quelqu'un qui envoie des projets régulièrement, et quelqu'un qui aussi juge des projets très régulièrement. Je trouve que les commissions, c'est à la fois le truc le plus incroyable qu'on a créé pour financer le cinéma, et en même temps le truc le plus bizarre et dangereux, quoi. Il y a un endroit où, évidemment, quand on est en commission soi-même, et qu'on se rend compte de quel projet est aidé et pourquoi, des fois on se dit je comprends pourquoi mes projets sont pas aidés. Il y a effectivement un problème inhérent au fait que c'est des gens qui sont tous des professionnels du cinéma qui se réunissent dans une pièce, donc il y a plein de questions qui rentrent en compte, questions d'ego, questions politiques, on va dire, ou questions de réseau, questions sociales. Il y a énormément de questions qui rentrent en compte qui ne sont pas uniquement la qualité artistique des projets. Et effectivement, par ailleurs, la qualité artistique est quelque chose qu'on juge complètement subjectivement, chacun. Donc, en fait, je sais pas exactement comment me positionner vis-à-vis des commissions, parce que j'ai du mal à imaginer un autre système que celui-là. Je pense que le système où c'est des lecteurs internes au CNC, alors là, c'est la porte ouverte à la corruption, donc il faut surtout pas rentrer là-dedans. Et puis en fait, je vois bien que les systèmes privés, disons, tout ce qui est de l'ordre du marché, les distributeurs, les vendeurs, les chaînes, ça a créé d'autres problèmes en fait. C'est qu'on a un seul interlocuteur, c'est que les projets sont pas lus de la même manière dont on aimerait qu'ils soient lus en commission, c'est-à-dire sérieusement, avec une sorte de rôle d'institution comme ça, qui va juger des projets, avec les gens qui sont obligés de juger correctement les projets, parce que sinon l'institution leur tape sur les doigts. Voilà, en fait, quand je suis producteur, moi il y a un truc que j'aime bien dire aux réalisateurs, c'est que le moment du financement, qui est le moment où on va envoyer le projet en commission pour commencer souvent, ça va être un moment dur parce qu'on va avoir des retours, on va se faire casser le projet, et c'est le moment où le producteur doit tenir.
C'est le moment où le producteur doit garder la vision du film parce que le réalisateur il est là, oula, mon film, c'est pas du tout, pourquoi ils me disent ça, mais non, machin. Et en fait, le producteur il doit garder le cap de non, le film qu'on a imaginé c'est ça, et il faut pas dévier de ce cap-là. Dire pour un diffuseur, un producteur, un distributeur, etc., ils vont avoir une ligne éditoriale qu'on va prendre en compte en fonction de leur raison d'être, de leur public, etc. Dire pour une aide publique, le sujet en soi, c'est pas un critère. Moi, le critère, je dirais plutôt que c'est l'originalité. C'est-à-dire que si on tombe sur un sujet qu'on a déjà vu 1000 fois, à moins que le point de vue soit intéressant, voilà, mais on n'a pas forcément envie de défendre si c'est sur un sujet qu'on a déjà vu plein de fois, parce que voilà, on a envie de défendre des projets qui apportent quelque chose d'autre. Je pense que si certains projets ont plus de facilité à se financer que d'autres pour des questions de sujet, ouais, c'est vraiment pour des questions de qui sont les gens qui sont nommés et qui sont les gens qui composent l'industrie cinématographique en fait. C'est ça pour moi la question. Et effectivement, comme on est comme tout groupe social, un groupe social qui fonctionne un tout petit peu en vase clos, et bah du coup il y a des sujets qui intéressent plus les gens que d'autres et du coup on va se retrouver avec ce fonctionnement de commission, avec des gens qui vont tous aller vers le même sujet parce que c'est celui qui importe le plus à tout le monde. Voilà, c'est ça. Mais par contre, ça dépend pas du tout de quelqu'un qui dirait il faut financer un sujet qui parle de... Enfin, un film qui parle de tel sujet, un film qui parle de tel autre. La majorité des lecteurs et des lectrices sont des jeunes scénaristes, jeunes réalisateurs, réalisatrices. Il y a d'autres métiers aussi, en acquisition, en programmation, etc. Mais bon, ce sont des gens qui ont tous une activité à côté et qui ont l'habitude de lire beaucoup de scénarios et pour beaucoup d'en écrire. Donc, comme l'écriture scénario c'est quand même assez technique, il y a quand même des connaissances en termes dramaturgiques à avoir qu'on va apporter. La fonction d'une fiche de lecture dans une aide publique, c'est quand même de rester dans les archives, c'est de permettre aux gens qui n'ont pas lu les textes, l'administration, etc., d'en prendre connaissance. Et puis c'est d'apporter une analyse en termes dramaturgiques pour des gens qui n'ont pas nécessairement cette formation, mais ça s'arrête là. Pour ce qui est de la subjectivité, certainement il y en a, mais bon, du moment qu'on argumente, c'est pas très grave. Ce qui est important, c'est d'argumenter aussi. Voilà, mais je ne considère pas que la subjectivité soit l'élément le plus important dans une lecture. On doit quand même résumer l'ensemble d'un texte, fournir une analyse de certains points. Et ça, je ne sais pas dans quelle mesure la subjectivité va jouer. Qu'on aime ou pas un texte, on ne va pas juger, je déteste ce mot, le projet d'un auteur en soi. On va aller voir jusqu'à quel point c'est abouti par rapport à là où il veut aller. Si je fais lire un scénario à quelqu'un qui ne travaille pas du tout dans le cinéma, je doute très fortement de sa capacité à se projeter dans le film ou à comprendre vraiment et surtout à être capable de juger si c'est un projet qui mérite plus qu'un autre d'exister. Je crois que c'est très difficile. Donc, je pense pas qu'on devrait avoir des gens dans les commissions qui sont issus de la société française un peu de manière aléatoire. Je crois que c'est pas une bonne idée. Après, je trouve que la question est intéressante, c'est est-ce que les commissions et du coup les experts, on va dire experts avec des guillemets aussi, mais c'est comme ça qu'on nous appelle, de l'industrie du cinéma français sont des gens qui représentent la société française? Je sais pas, j'en suis pas tout à fait sûr, en vérité. Alors moi j'adore le développement dans sa globalité. Ce que j'aime c'est la naissance d'une intuition chez moi qui rencontre le désir d'un auteur et ensuite le travail en commun, la confiance qui se crée entre l'auteur et le producteur. J'aime lire des textes, des bons textes et avec un travail d'auteur poussé, fourni. Et puis en fait la récompense ultime c'est quand ça intéresse un diffuseur et encore quand c'est mis en production. La récompense à la fin, elle est tellement magique d'avoir eu une intuition sur un projet. Je lis comme ça 3 pages d'un auteur et 3 ans plus tard, en fait, c'est diffusé sur un écran. C'est une forme, et je pense que le sentiment ultime de ça, c'est les auteurs. Ils ont une idée de scène, ou ils ont une idée de personnage, et 3 ans plus tard, ils le voient sur un écran interprété par quelqu'un et ça leur plaît. Et je pense qu'il y a quelque chose de très, très fort parce qu'on met de l'intimité en fait. C'est de l'intimité, c'est des idées qui deviennent réelles et ça c'est chouette. Ce qui me plaît le plus, c'est de découvrir
c'est un plaisir intellectuel, parce que c'est de découvrir une arène, je le mets comme ça, une arène que je connais pas. En tant que producteur, c'est de me plonger dans un bain de trucs dont j'ignore beaucoup de choses, quoi. Et après, ce que j'aime aussi, évidemment, c'est la relation avec l'auteur ou l'autrice, quoi. C'est d'échanger. Et bah tiens, ça, peut-être qu'on pourrait faire ça, peut-être que là, je sens pas assez les enjeux. C'est le genre de discussion qu'on a, en fait. Là, qu'est-ce que tu veux raconter? Là, je comprends pas la fin. Ah bah tiens, là, regarde, on peut fusionner ces deux personnages, ils se ressemblent, on peut en faire un seul, du coup, ça devient plus intéressant. Tiens, là, est-ce que si on change de sexe de personnage, comme on racontait tout à l'heure? En fait, toutes ces questions-là, ça prend beaucoup de temps, et intellectuellement aussi, c'est ce qui me stimule, en fait. Bon, ce que j'aime le plus en développement, c'est avoir la sensation qu'un projet est en train de se trouver. C'est vraiment le moment. C'est d'être au bureau ou n'importe où, recevoir, enfin, lire la nouvelle version d'un scénario et avoir une sorte d'excitation de je vois le film, ça y est. Je sens que c'est ça, je sens qu'on y est. Mais vraiment, le moment où moi je suis le plus euh, enthousiaste, c'est à cet endroit-là. Quand on a des financements, c'est presque plus développement déjà. On est juste super content parce qu'on sait qu'on va pouvoir vivre grâce à un film, que le film va se faire, c'est génial. Mais vraiment, ce moment du développement, de trouver le film, c'est génial. Ouais. On va enchaîner sur un débat de quelques minutes où on va pouvoir revenir sur les grandes thématiques portées par le film. Alors, je vous invite à prendre le micro. Je le prenne ? Ouais, c'est Pierre, lui, je veux bien que tu... Alors. Bravo, Dan, pour le film, c'est super. Merci. Alors, on peut se tutoyer? C'est mieux. Ouais. Alors, quand on parle de production, on a toujours tendance à penser au financier, qui est une donnée essentielle, bien sûr. Mais on sait aussi que donc, ce financement est un gros risque. Et c'est la notion qui est au centre de ce documentaire, finalement. Et on aimerait savoir, toi, au quotidien, comment tu le vis, ce risque? Ça dépend. Comment est-ce qu'on le vit, le risque? Il y a un risque financier. Ça, c'est très terre à terre. Hein. On a un compte en banque. On est bien, on n'est pas bien. Voilà. Il y a des phases de sérénité plus que d'autres. Après, faut aimer le goût du risque, ça c'est sûr. Sinon, on ne ferait pas ce métier-là. Est-ce qu'on est facilement excité? Je pense que si on n'est pas optimiste, il faut faire un autre métier. Si on n'est pas rapidement enthousiaste, il faut faire un autre métier. Et si on n'aime pas les gens, il faut faire un autre métier. Donc, a priori, moi, je trouve que le principal risque, c'est un risque financier et un risque de se décevoir, quoi, de se décevoir peut-être collectivement dans le lien qu'on a avec des auteurs, avec un ou une réalisatrice. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, quand on n'arrive pas à monter un film, c'est pénible parce que c'est beaucoup de boulot, c'est beaucoup de temps de perdu, quoi, où on aurait pu faire autre chose. Donc, quand on n'y arrive pas, c'est la vie, il n'y a pas mort d'homme, mais c'est pas très agréable. Après, au quotidien, moi, ce que je trouve chouette dans ce métier, c'est que c'est bourré de contradictions, quoi. Ce qui fait qu'on s'ennuie pas. Moi, j'ai plutôt peur de l'ennui. Donc, en fait, les contradictions, ça me plaît assez. Il faut être à la fois raisonnable et complètement déraisonnable. Il faut arriver à rationaliser quelque chose qui n'est pas toujours. Il faut faire du juridique, du financier, de l'artistique. Enfin, parfois, on se contredit, c'est ça qui est assez chouette. Donc, le risque là-dedans, il est inhérent un peu partout. Il ne faut pas trop y réfléchir. Et en même temps, il faut y réfléchir. Je sais pas. Moi, c'est comme sa trésorerie, quoi. On la regarde une fois par semaine, parfois une fois par mois, parce que si on la regarde tous les jours, on arrête, quoi. Donc, faut faire sa petite cuisine, et puis ça dépend du caractère de chacun. Où est-ce qu'on est aussi dans sa carrière? L'expérience fait qu'il y a des choses qu'on encaisse plus facilement, avec plus ou moins de stress et tout ça. Et puis après, c'est comme tout, il y a des périodes de la vie un peu plus joyeuses que d'autres. Donc, voilà. Donc, faut avoir le goût du risque. Le goût du risque? Ah oui, bien sûr. Ouais. Okay. Ouais. Sinon, il faut faire. Il y a plein de métiers super dans le cinéma, dans l'audiovisuel, mais c'est quand même un endroit, quand on est auteur-réalisateur, on peut être que auteur, quand on est auteur ou réalisateur ou producteur, et un autre endroit de la chaîne, un distributeur également, c'est quand même des endroits où on est quand même en première ligne. Le distributeur, c'est différent, parce que l'œuvre existe déjà, en général, a priori, quand on vient le voir, sauf si c'est sur une acquisition où c'est pas le cas, mais
Si on n'a pas un peu un esprit d'entreprise, qu'on n'aime pas le goût du vide, enfin le saut dans le vide en se disant c'est génial, j'ai envie de porter un truc, de le porter 2, 3, 4, 5, 6 ans parfois, d'y penser le soir quand je me couche et d'y repenser le matin quand je me lève. Si on n'est pas le dernier à y croire et à remettre une pièce dans la machine quand c'est un peu dur, parce qu'il y a toujours des phases qui sont plus complexes que d'autres sur un film, il ne faut pas faire ça, il faut faire un autre métier dans le cinéma, il y en a plein, mais en effet, il faut cette envie-là et l'envie de se battre parce que vous avez un truc qui fait que c'est une nécessité pour vous que ce film existe. Et après, chacun a sa propre raison intime de la nécessité, quoi. Et toi, Adrien, c'est quoi ta raison du coup? Waouh, ça c'est la raison. Ta raison, enfin, pourquoi t'aimes ce métier en fait, tout simplement? Ben, ce que j'aime, c'est... Oula, putain, la question, je m'attendais pas du tout à ça. Ce que j'aime dans ce métier, ouais, effectivement, il y a une notion de risque que j'aime bien. En fait, ce que j'aime, c'est l'intensité que ça requiert. En fait, effectivement, comme disait Pierre-Louis, c'est à la fois, on est sur du juridique, de l'artistique, du financier. Et en fait, on est tout le temps en train de prendre des décisions, d'essayer d'anticiper des choses qui peuvent mal se passer. Et à la fois, on est complètement excité par une idée de casting, un scénario, un univers visuel qu'on va explorer. Moi, c'est cette intensité-là qui m'a donné vraiment le goût de faire ce métier-là. Donc, la réponse à la raison, ça serait ce côté non-stop. Avec la limite que c'est effectivement des fois un peu fatigant. C'est une espèce de rouleau compresseur qui ne s'arrête quasiment jamais, donc c'est très difficile d'arrêter la machine, quoi. Mais l'intensité que requiert ce métier, elle est très, très stimulante, très excitante. Ouais. Alors, le développement, c'est un temps qui est très long. Et dans le film, ce qui ressort beaucoup, c'est que le développement est né en fait d'une rencontre entre un producteur et un auteur. Et cette rencontre-là, vous la vivez comment? Vous l'appréhendez comment? Pierre-Louis, par exemple. Elle dépend des personnes qui sont autour de la table ou en fait, il faut une curiosité, une appétence pour découvrir des choses ou des gens, quoi. Si on n'a pas ça à la base, faut être curieux, il faut aimer se retrouver. C'est comme dans un amitié ou en couple, quoi. Il y a un truc, il faut aller vers l'autre, quoi. Je dis des grandes phrases, mais c'est vrai, quoi. Comment est-ce qu'on se fait, comment on se rencontre, j'en sais rien. Moi, je crois que ce que j'aime bien, c'est que j'en sais rien. Je sais pas si je suis bon, je sais pas si je suis nul. Je sais pas si c'est les bonnes raisons, je sais pas si c'est la bonne manière de faire, et ça me plaît en fait de pas savoir. Et qu'en fait, ceux qui sont autour de moi, ailleurs, ils savent pas forcément plus, quoi. La seule chose que je crois, c'est que l'expérience amène plus de clés ou d'assurance, d'assises. Et on se connaît mieux. Et puis quand on s'est mangé, quand on est tombé 5 fois, la 6e fois, c'est plus facile de se relever, quoi. Moi, j'adore le fait qu'il n'y ait pas de recette, quoi, qu'il n'y ait pas de manière de faire, parce que si on avait, on les appliquerait tous. Et ce qui est intéressant, c'est d'arriver à trouver quand même une certaine forme de rationalité ou une forme d'organisation, que ce soit dans son entreprise, dans ses liens avec ses employés, avec ses auteurs. Évidemment qu'il y a des choses à mettre en place qui sont mieux. Un process, c'est pas forcément un gros mot. Et en même temps, c'est des mots qui n'ont pas grand-chose à faire quand on fait une production d'une fiction indépendante, où on se renouvelle, où c'est un prototype. Moi, j'en reviens à cette notion de contradiction que j'adore. Donc, qu'est-ce qui fait qu'une rencontre marche ou pas? J'en sais rien. J'ai eu des rencontres qui étaient très académiques, on va dire. Je rencontre des gens à l'école, on se rencontre, on fait les choses étape par étape et ça marche. Et parfois ça marche pas du tout. Et j'ai déjà des gens qui m'ont contacté par mail, le truc improbable qui marche quasiment jamais, et puis ça se fait. Après, il y a quand même des il y a des métiers d'intermédiaires, typiquement comme les agents, qui sont ultra nécessaires parce qu'ils mettent des gens en relation. Et c'est quelque chose de structuré, professionnel. Donc ça, c'est un moyen de rationaliser ces rencontres, quoi. C'est comme comment est-ce que vous rencontrez quelqu'un dans la vie, quoi. Enfin, ça peut être dans une manif par hasard, et puis il y a des sites de rencontres. Enfin, il y a un truc un peu comme ça, je trouve. Et alors, le temps du développement, donc voilà, on l'a dit, c'est un choix. Et parfois, on se lance dans un projet et malheureusement, le projet ne peut pas se faire. À quel moment on décide de se retirer? À quel moment on se dit stop? En fait, quand on est convaincu que le film ne se fera pas, ça sert à rien de continuer, ça sert à rien de se mentir et de mentir avec les gens avec qui vous travaillez. Tant que c'est pas mort, c'est pas mort. Voilà, c'est ce que je dirais.
Non, mais voilà, il y a toujours, en fait, je sais plus qui l'a dit dans le film, c'est qu'en fait, tant que c'est pas complètement fini, tant qu'il y a une solution, bah, notre métier, ça consiste à les chercher, à les trouver, à les mettre en œuvre. Donc, c'est sûr qu'une fois qu'on a fait le tour de tous les financiers, si tout le monde dit non, bah, à un moment, il faut se rendre à l'évidence et passer à autre chose et faire en sorte que cette expérience nourrisse celle d'après. Au même titre que si vous travaillez sur un film, puis il y a un film qui se fait sur le même sujet avec, je sais pas, un casting, un financement équivalent, en gros qu'on s'est fait doubler, ça c'est dur. Ça c'est pareil, il faut être clairvoyant et il faut pas être complètement naïf, mais je crois que tous on essaie de faire en sorte que ce moment il arrive jamais, et quand il arrive, c'est dur, mais enfin, moi en fait ça m'est arrivé 2 fois, 2 longs métrages que vraiment j'avais envie de voir, que j'adorais, où j'avais investi du temps, de l'argent, qui ne se sont pas faits. Même quand j'y repense maintenant, c'est pas très plaisant, quoi. J'arriverais pas à relire ces scénarios, pardon, ça me ferait mal, mais en même temps, je crois que c'est presque les films où j'ai le plus appris sur ce que j'aurais peut-être dû faire, la manière dont j'aurais dû gérer voilà. C'est souvent les échecs qui apprennent davantage, quoi. Oui, et puis la décision d'arrêter un projet, elle est ultra difficile, parce que du coup, on a investi effectivement de l'argent et du temps, mais aussi on a investi nos relations humaines, en fait. Et je pense que c'est ça où ce qui est le plus difficile, c'est de dire, bon, ben, en fait, on a fait tout ce qui était nécessaire, en tout cas, tout ce qui était moi à ma portée, ce qui serait différent sans doute d'un autre producteur ou d'une autre productrice, mais en tout cas, moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, effectivement, de dire, bon, bah, stop, on est allé au bout de quelque chose, là. Mais je pense que la relation... Enfin, le non, il est difficile parce que c'est un abandon plutôt d'une relation humaine presque. Alors, du coup, des fois, on arrive à retransformer la relation si on arrive à relancer un autre projet derrière, quoi. Mais il y a toujours une espèce de temps, un peu de latence, creux, qui fait que c'est ça en fait le plus difficile, quoi, à mon avis. Et à mon avis, l'expérience permet d'anticiper ça. C'est que je pense que je crois que les gens qui sont bons en développement, les bons et les très bons producteurs, ils arrivent à anticiper ça. Je sais pas, un premier traitement ou voilà, chose que quelqu'un va mettre 5 versions ou peut-être 2 ans de travail pour s'en rendre compte. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'il faut pas. Une fois que vous rentrez en production, il faut que le film se fasse. Ne serait-ce que, enfin, pour tout le monde, pour votre projet, pour les auteurs ou l'auteur que vous accompagnez, vis-à-vis du marché, des financiers qui ont besoin aussi de voir votre compétence, votre confiance et tout ça. Donc en développement, je pense que quand on est bon, on arrive à anticiper les choses très tôt. Il faut réussir à intégrer justement à la fois ses envies, on parlait beaucoup d'envie, c'est évidemment la première chose qui rentre en compte, et ce qu'on a envie de voir, ce qu'on est en train de lire, et ce qu'on se projette, et ce qu'on a envie de se dire, je vais m'asseoir dans une salle ou allumer ma télé un soir, et je vais le voir, cette histoire, et il faut avoir envie de ça. Et en même temps, il faut prendre en connaissance de cause les réalités du marché actuel, qui sont les réalités de financement, les réalités aussi du public. On en parle beaucoup en ce moment, le cinéma... c'est pas toujours évident en ce moment quand on voit les entrées en salle. Il faut prendre tout ça en compte, il ne faut pas être sclérosé par les contraintes économiques, mais il faut forcément les prendre en compte. Et puis il y a peut-être des projets qu'on peut réaxer d'une certaine manière en fonction des opportunités. Aujourd'hui, on lit forcément un projet en se disant tiens, est-ce que ça va être sur la base d'un projet assez embryonnaire, je veux dire. Si on lit 2-3 pages, je produisais pas il y a 30 ans, je ne sais pas comment c'était, mais aujourd'hui, on va se poser la question du format. Est-ce que c'est une série? Est-ce que ça va être un unitaire? Est-ce que ça va être un long métrage? Est-ce que ça va être un film de plateforme? Est-ce que ça va sortir en salle? Est-ce que c'est un film franco-français? Est-ce que c'est un film à monter à l'international? Enfin voilà, ces questions-là, il faut forcément les avoir dans un coin de sa tête. Et il faut se faire confiance à son intuition et à sa connaissance du marché, de tout le milieu dans lequel on est. C'est ce que disait Antonin Ehrenberg sur cette question de veille, c'est qu'il faut se tenir au courant de ce qui se fait, de ce qui marche pas, et sans quitter ses envies. Il faut essayer de faire rencontrer les deux et d'avoir un point de cohérence là-dedans. Et je pense que quelqu'un qui développe bien, c'est pas forcément quelqu'un qui va avoir des bonnes idées, qui va proposer des idées, parce que il y a des auteurs, des scénaristes, c'est le travail. Il faut essayer d'avoir du recul, et on est le premier lecteur, premier contradicteur. Il faut réussir à accompagner intelligemment, avec le bon dialogue, avec les bons mots, mais avec un point de... Il faut avoir quand même une cible. De se dire, tiens, en fait, ce qu'on va viser, c'est d'être là dans 1 an et demi, parce que dans 2 ans, ce qu'il faudra, c'est ça. Alors après, on se plante parfois catégoriquement et tout ça, mais il faut quand même avoir une vision assez claire et cohérente de l'objectif. Parce que si on tâtonne et qu'on cherche, nous, producteurs, autant qu'un scénariste ou des scénaristes cherchent, c'est compliqué, quoi. Je crois.
Alors, concernant les commissions, d'ailleurs, vous êtes vice-président de la commission de l'aide à l'écriture. Et en fait, nous, la question qu'on s'est posée, c'est vraiment la réaction du producteur quand la subjectivité de quelqu'un d'extérieur qu'il ne connaît pas, qu'il ne rencontrera jamais, rentre dans le choix de la fin, rentre en considération dans la faisabilité de son projet. Et en fait, vous avez donc les deux casquettes. Et comment vous pouvez vous positionner par rapport à ça? Au fait que il y a des gens qui lisent votre projet et que parfois ça passe pas. Et on sait qu'il y a des producteurs qui le vivent pas bien. Et est-ce que vous avez un regard par rapport à ça? Je pense que quand on a un non, personne ne le vit bien, et quand on a un oui, tout le monde le vit. Non, mais c'est vrai. Enfin, il n'y a pas de. C'est évident. L'avantage d'avoir une double casquette, c'est que quand vous connaissez les deux envers du décor, vous savez mieux vous positionner. Moi, je reviens toujours à cette question d'expérience. En effet, avec le CNC, maintenant, ça va faire 2 ans que je fais ça, et moi, je m'éclate à faire ça. En 2 ans, j'ai dû lire, je sais pas, 400 projets, sur des premiers films. On voit des tendances, on voit des choses on voit surtout ce qu'il faut pas faire du tout. Ça, je crois qu'on le sait quand même déjà un peu avant, mais on en a la confirmation. Et quand de temps en temps on a quelque chose qui plaît, qui marche et qu'on s'y attend pas, c'est toujours assez génial, quoi. Pas plus tard que il y a 2 semaines, on a eu une commission qui était assez forte et c'est hyper agréable. Enfin, c'est enthousiasmant et en fait on vient tous faire partie d'une commission, on passe du temps, on se réunit une journée autour d'une table. Après on fait passer des euros. On n'a qu'une envie, c'est d'être séduit, d'être surpris, de se dire oh mais c'est super, un tel est. Donc cette petite magie, on la cherche, elle continue d'exister. Après cette question de la subjectivité, moi, je trouve que les commissions, c'est presque moins dur que quand on va ailleurs. Quand on va dans une chaîne, c'est 1 ou 2 personnes. Et puis voilà, quand vous devez convaincre un distributeur ou une chaîne, si c'est oui, c'est non. Alors parfois, évidemment, c'est un peu plus nuancé que ça. Et on nous demande de retravailler des choses, et souvent à juste titre. Si on nous dit non, c'est la vie, quoi. Enfin, si on n'est pas prêt à entendre ça, une fois de plus, faut pas faire ça. La subjectivité, elle est inhérente. Je sais pas, c'est comme quand on fait un pâtissier ou un cuisinier qui fait un plat, il sait il va être jugé sur des trucs qui sont pas objectifs. Moi, je trouve que le système des commissions, je ne sais plus qui le disait dans le film, c'est vrai, c'est comme la démocratie, à défaut, c'est le moins pire des systèmes. Enfin, c'est quelque chose qui revient souvent au CNC, parce qu'il y a des gens qui se plaignent, et le CNC se pose aussi beaucoup la question de on peut toujours faire mieux. Comment est-ce qu'on adapte, comment est-ce qu'on choisit les gens qui font partie de la table. Faut mettre des critères, et en même temps, si on met trop de process, ça va interdire à des films peut-être un peu plus hybrides ou un peu plus singuliers de passer parfois. Je crois que raisonnablement, il faut faire confiance à partir du moment où on sélectionne ce qu'on appelle en effet des experts et qu'on les met autour d'une table, qu'on a 6-7 personnes avec de la diversité, un peu plus que là, parce que là, on n'avait pas beaucoup de diversité. Non, mais une diversité d'âge, de sexe, d'origine, de tout ce que ce soit. Moi, je trouve que CNC, c'est une vraie réalité maintenant depuis quelques années. Je peux vous dire, en tout cas, moi, pour la commission dont je fais partie, on n'a pas les mêmes goûts, on ne produit pas le même genre de film. Et puis surtout, il y a des attachés de presse, il y a des photographes, il y a plein de gens qui gravitent autour de ça. Des scénaristes, évidemment, des réalisateurs, des producteurs. On n'est pas toujours d'accord, et tant mieux, c'est ça qui est chouette. Après, on essaie de raccrocher. En fait, je trouve que les gens, en tout cas, pour ma propre expérience, la subjectivité ou l'objectivité, on la pose même pas. En fait, on essaie d'avoir des critères assez tangibles qui sont... Quand on juge un scénario, c'est ce qu'il y a une promesse générale qui nous excite, est-ce qu'il y a des personnages, ce qui manque souvent. Et après, on va juger où est-ce la promesse, où est-ce qu'elle se situe. Nous, on a une aide à l'écriture, donc forcément, on donne de l'argent pour que les projets soient écrits ou réécrits. Donc on ne va pas juger un texte fini qui est prêt à être diffusé, prêt à être produit. Donc ce qu'on va juger, c'est, je trouve, une promesse. Donc il y a à la fois le texte, il y a tout ce qu'il y a autour, les intentions sont hyper importantes. Est-ce que les intentions qu'on lit, elles viennent confirmer la lecture qu'on a, en se disant tiens mais je suis d'accord, je l'avais senti, mais en fait ça va plus loin, c'est super, ou alors pas du tout, enfin je vois pas du tout, ça me paraît complètement incohérent. Quand l'à côté du texte, tous les à côté viennent confirmer l'intuition de lecture qu'on a, en général c'est très bon signe. Et après quand on a une commission plénière avec un oral et que l'oral est incarné par 1 ou 2 personnes qui viennent soit confirmer, soit encore plus abonder dans le sens de l'intuition qu'on a eue, c'est super excitant, quoi. Donc moi je trouve qu'il y a un truc de cohérence. Et en fait les critères sont assez objectifs, je crois. Et pour répondre, parce que je parle beaucoup, je vais essayer de faire plus court. L'autre côté, quand on est de l'autre côté de la table, c'est-à-dire que quand on est candidat, qu'on dépose son projet, ce qui est difficile, c'est qu'on n'a pas de recul en fait, parce qu'on a lu 15 versions, parce qu'on est nourri de toutes les discussions de développement qu'on a eues avec les auteurs et tout ça, donc on n'est pas objectif.
et on n'a pas de recul. Quand on est aux commissions, c'est très facile de juger quelque chose parce que vous découvrez quelque chose une fois, vous l'avez jamais lu, vous le découvrez. Bah, c'est comme quand vous goûtez un plat, j'aime ou j'aime pas, et après, je sais pas, je vais le trouver plus ou moins acide, mou, sucré, consistant. Enfin bref, on a quand même des critères qu'on peut lister. Quand on est de l'autre côté de la table, on a vachement d'affect, on attend, on est excité, on espère que ça va être oui. Donc déjà, c'est plus compliqué, je trouve, d'être objectif quand on est candidat. Et souvent, il faut faire attention quand on a des retours de commission, parce que quand on a des noms, ce qui est quand même la majorité des cas, c'est assez difficile, c'est jamais marrant. En plus, quand on est producteur, on porte une sorte de responsabilité vis-à-vis des auteurs aussi, en se disant, mince, si c'est pas passé, j'ai aussi ma part de responsabilité là-dedans, évidemment. Est-ce qu'on l'a envoyé trop tôt? Est-ce qu'on l'a envoyé trop tard, ce projet? Voilà. Je trouve que les retours de commission, il faut faire attention, il faut réussir à les traduire. En fait, souvent, c'est explicité d'une manière qui n'est pas forcément très juste. On va s'attacher à un mot, par exemple, si on lui dit, je sais pas, un mot qui est cliché, on va dire c'est cliché, en fait, quand on lit un scénario. Ça ne veut rien dire quelque chose qui est cliché, en fait. Quand on dit c'est cliché, la première réaction qu'on va avoir, c'est mais non, c'est pas cliché, ils ont rien compris, ils sont cons, quoi. Alors qu'en fait, ce qu'il faut, c'est réussir à... En fait, souvent, je trouve que les commissions, on met le doigt sur quelque chose qui, je crois, est souvent juste. La manière dont on le formule, la manière dont on va l'analyser n'est pas forcément la bonne, parce qu'après, comme quand on est en commission, on a beaucoup de projets à lire, on est forcément obligé, on ne peut pas y passer autant de temps qu'il faudrait, donc ça va... voilà. Et puis surtout, on n'est pas à la place de ceux qui écrivent, on n'est pas non plus des techniciens... les scénaristes le sont peut-être davantage, mais les techniciens du texte, on a juste un ressenti. Donc je trouve qu'il faut faire, moi le conseil que si je peux me permettre d'en donner un, c'est que quand on a des retours, il faut les entendre, mais il ne faut pas y rester structuré, enfin il ne faut pas s'attacher aux mots. Et il faut essayer de comprendre quel est le truc qui ne marche pas dans la promesse, quoi. Et pas juste se formaliser sur c'est trop long, ou c'est cliché, ou des mots un peu clés qui reviennent, qui sont assez faciles à balancer à quelqu'un quand on lit un texte. Voilà. Donc, si je comprends bien, les commissions cherchent quand même à être un peu représentatives en termes de... Ouais, représentatives, tout simplement. Il y a quand même une sorte de représentativité dans ces commissions qui fait que certains projets qui auraient peut-être pas eu leur chance avec un certain public, enfin récepteur, pourraient l'avoir avec un autre. Est-ce qu'un projet pas... Ouais, je sais pas. Non, mais regardez, au CNC, par exemple, quand vous déposez à l'avance sur recette, la commission change tous les 2 ans, 2 ou 3 ans. Ouais. Si vous n'êtes pas pris en octobre, en fin de commission, c'est-à-dire que quand elle arrive, voilà, vous pouvez, si vous redéposez l'année d'après et que la commission a changé, forcément, ça va être un ensemble de regards neufs sur le projet. Peut-être que le projet passera plus avec d'autres personnes, parce que... Et puis entre-temps, je sais pas, il y a peut-être un rapport au monde du texte qui fait que ça a changé, voilà. Et puis ça dépend vraiment du goût de chacun et de cette notion. Après, plus vous mettez de gens autour de la table, plus il y a de variété, je crois, plus on essaie un peu de rationaliser cette subjectivité, je crois. Après, ce qui est sûr, c'est qu'un scénario, c'est pour rebondir par rapport à ce qui était dit dans le film, il y a peu de gens, je pense, qui savent lire un scénario, parce qu'un scénario, ça sert à rien. Enfin, si ça reste un scénario, c'est qu'il y a un truc qui n'a pas marché, quoi. Un scénario, c'est juste un vecteur, pour qu'un producteur puisse trouver de l'argent pour que ça devienne un film, et 2, c'est un vecteur de travail pour l'équipe de tournage et du réalisateur qui va ensuite le transformer en un film. Donc, il faut... Je sais pas, il y a des gens qui écrivent très bien qu'en écriture littéraire, mais dans un scénario, ça va être de l'esbrouf total, parce qu'on sait très bien qu'on n'arrivera pas à comment le mettre en scène, donc on n'aura pas les moyens qu'eux. Donc, il faut quand même avoir un peu une connaissance de comment est-ce qu'on passe d'un texte à un film, quoi. Donc tout le monde ne peut pas lire un scénario, c'est pas qu'un objet littéraire comme un roman voilà. Donc il faut un peu cette conscience-là. Après, je crois que le plus important, c'est de juger un truc de personnage et de promesse narrative. Ça, c'est en premier lieu. Et la question de la cohérence vient peut-être un peu après, mais... Donc oui, il faut avoir des outils pour pouvoir faire partie des commissions, ça c'est certain. On va devoir clôturer malheureusement. J'aurais juste une dernière question à vous demander à chacun. C'est en quelques mots, qu'est-ce que vous retenez du documentaire? S'il fallait retenir une notion, une grande notion, ce serait laquelle? Et peut-être justement, comme on est à l'université Sorbonne Nouvelle et qu'on a plein d'étudiants, et
Certains, peut-être dans le futur, voudraient produire des films, développer des projets, certains écrire. Donc peut-être justement quelques mots, des conseils, encouragements. Voilà. Ok, donc il y a 2 questions. Alors la première, en un mot, qu'est-ce que je retiendrai Ouais, on en a parlé, c'était assez développé dans le documentaire. Ce que moi je trouve intéressant, c'était comme ça qu'on a commencé, c'est le goût du risque. Il faut juste aimer ce risque-là, et ce qui nous fait vibrer, et voilà. Et pour répondre à la deuxième question de Daniel, moi j'ai l'impression que la meilleure façon de faire un film, c'est simplement d'en faire un. Quand je dis simplement, c'est pas dire, ok, je sais bien que c'est pas si simple. Justement, faire simple, c'est aussi compliqué, mais juste de faire ici et maintenant un film avec les copains, avec quelqu'un qui sait jouer, qui a envie de jouer, avec un décor. Moi, je pense que c'est la meilleure expérience qu'on puisse faire, parce que du coup, ce film-là, qui dure 2 minutes, 15 minutes, peu importe, c'est juste une expérience. Et après, on aura envie d'en faire un deuxième, puis après un troisième, après un quatrième. Et c'est comme ça que nous, on fonctionne en tant que producteur. On se dit, bon, je vais essayer d'en produire un. Ah putain, ça marche. Ah, j'ai envie d'en faire un deuxième, puis un troisième. Et en fait, c'est ce goût-là de faire et de refaire et de se tromper et d'accepter de se tromper, de se relever et parfois de réussir. Moi, c'est ce conseil-là que j'aurais envie de donner. C'est juste essayer de faire ici et maintenant et pas attendre l'autorisation de quelqu'un. Parce que c'est ce film-là, il existe juste en vous, quelque part dans l'expérience, et après vous aurez envie d'en faire un deuxième et vous aurez envie de le faire différemment, et c'est ça qui est, à mon avis, qui est le plus excitant. Ouais, c'est ça. Le plus important, c'est de faire. Le travail, ça amène le travail. À mon avis, il faut faire. Il ne faut pas être dans le fantasme. Il faut vraiment se confronter. Donc, si vous voulez devenir scénariste, il faut écrire des scénarios. Et il faut peut-être en écrire 5, 6 avant que ça marche. Le premier marche. Enfin voilà. Donc il faut faire. Si vous voulez faire des films, faut réaliser. Ça n'a jamais été aussi facile de faire des films qu'aujourd'hui. Ça n'a jamais été aussi facile de les diffuser. Après, il y a tellement de choses qu'il faut réussir à se démarquer, mais voilà. Et pour produire, c'est pareil. Si vous voulez produire, on a quand même la chance d'être en France. On est les champions du pessimisme, mais on a quand même une chance formidable en France. En tout cas, pour ma part, je ne serais pas en France, je ne serais pas là, quoi. On a un système qui fait que... Moi, j'ai eu la chance de faire une école de cinéma qui est publique. J'ai eu la chance d'avoir une bourse qui m'a permis d'avoir du capital pour créer ma société. Il y a plein d'aides. On parle du CNC, mais il y a d'autres... voilà. Si vous êtes en Allemagne... il ne faut pas aller très loin pour voir que l'herbe est moins verte ailleurs. Hein. Il suffit d'aller en Espagne, en Italie, voir comme... je ne sais pas comment on produit quand on est jeune, primo-entrant, et qu'on n'est pas riche, quoi. Voilà, c'est sûr que si on a 3 immeubles à vendre, c'est plus facile de se lancer. En France, on a quand même un système qui est formidable, qui est structuré, qui a peut-être des défauts, mais on parle souvent du CNC en le critiquant. C'est quand même une formidable maison, même s'il y a toujours des choses à ajuster. Et voilà. Et puis de faire en sorte qu'aujourd'hui, même si ça c'est peut-être un peu moins vu là, mais il y a quand même aussi une diversité des acteurs et une diversité des sujets. Je trouve que la série télé, ça fait beaucoup de bien, parce que ça amène des nouveaux sujets, ça nous amène à être meilleurs au cinéma, par exemple. Le fait actuellement qu'il y ait un peu une crise, qu'on voit que les entrées, elles sont plus qu'elles étaient avant, tout le monde se pose des questions et tout le monde cherche des réponses, mais ça va être stimulant, tout ça. Donc on est quand même dans un endroit, je trouve, hyper excitant. Il faut faire, quoi. Le travail amène le travail, ça c'est sûr. Merci beaucoup Pierre-Louis Garnon, merci beaucoup Adrien Bretet. On remercie également Rémi Castex qui est dans la salle. On a une pensée particulière aussi pour Antonin Ehrenberg et Ethan Seltzer. Merci à notre cher tuteur Alain Drahi, et on laisse la place à la prochaine conférence. Merci. Merci beaucoup. Merci.